Bonjour et bienvenue dans le Point Résistance Écologique, le podcast qui raconte l'écologie, la vraie, simplement. Je m'appelle Brice Schwartz et chaque semaine je reçois un ou une invitée pour parler écologie, climat et environnement. Nous explorons ensemble les solutions qui peuvent aider l'humanité à faire face à la plus grande crise de son histoire, sans greenwashing ni bullshit. Nous abordons les problématiques qui font du XXIe siècle le siècle des menaces et nous discutons des actions les plus réalistes, concrètes et efficaces. L'effondrement de la société a déjà commencé, la 6e extinction de masse est en cours et le changement climatique entraîne chaque année de nombreux dégâts, morts et réfugiés climatiques. Alors plus de temps à perdre, c'est maintenant ou jamais. Je te laisse directement avec l'invité de l'épisode et notre discussion. Hello Nicolas. Salut Brice. Merci d'avoir accepté l'invitation, bienvenue dans le Point Résistance Écologique. Je te remercie et surtout de m'avoir invité. J'aime beaucoup ce que tu fais, donc ça me fait plaisir d'y participer. Ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Bon, on va parler un peu de ton parcours d'abord. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur toi, sur ce que tu as fait, sur ce que tu fais aujourd'hui? Oui, oui, tout à fait. Alors j'ai 38 ans. Je vis dans l'est de la France, en Franche-Comté. J'ai 2 enfants, 2 filles, et je suis originaire du Pas-de-Calais. Au niveau de Ok. mon parcours, je dirais que tu vois, qu'il est très, un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, parce que j'ai eu la chance de côtoyer vraiment des milieux très différents, des domaines très différents. J'ai commencé très rapidement à travailler tout de suite après l'obtention de mon BTS, parce que j'ai fait 7 ans de commerce. Donc, euh, donc j'ai commencé par côtoyer un peu voilà l'univers de la bureautique, la vente de copieurs, de fax, d'imprimantes, l'univers, je dis bien l'univers de la cuisine sur mesure, de la téléphonie mobile et de la grande surface de bricolage. Donc voilà, alors ça me plaisait beaucoup la vente. Sauf que je me suis aperçu au fur et à mesure que ce que j'aimais vraiment par-dessus tout, c'était plus le conseil que la vente. La vente, c'est toujours quand même un conseil orienté et parfois j'avais pas forcément envie de vendre ce produit à cette personne. Mhm. Je voulais être libre de dire ce que j'avais envie de dire tout simplement. Donc j'ai décidé de réfléchir et de changer littéralement de métier et en même temps de rester dans du technique qui serait, on va dire, plus en lien avec mes convictions. Et mes convictions, c'est le respect de l'environnement, c'est l'écologie. Donc, j'ai commencé à me former, à m'auto-former en me renseignant un peu sur ce qui se faisait, la construction, la rénovation, l'isolation, etc. J'ai donc fait une formation pour adultes et plus j'avançais, plus j'avais envie de continuer. Je sentais que c'était vraiment ce domaine-là qui était fait pour moi. Et voilà, donc du coup, j'ai eu la chance durant ce stage, enfin durant cette formation de faire 3 stages. Si j'en parle, c'est parce que dans l'un de ces stages, je me suis inscrit en tant que bénévole. C'est comme ça que je suis rentré en fait dans la structure et que je suis devenu conseiller info-énergie. Donc les conseillers info-énergie, voilà, c'est des conseils gratuits, hein, neutres et objectifs. Si les personnes de l'ADEME visionnent l'interview, ils seront peut-être contents que je recite effectivement le slogan hein, qui était voilà, à l'époque noté partout. Et donc là, c'était super parce que c'était vraiment des conseils, mais vraiment objectifs, où je pouvais vraiment dire ce que je voulais, accompagner les gens du début à la fin. Voilà, sauf qu'au bout de 2 ans, nouvelle remise en question, voilà, j'ai voulu faire plus de terrain parce que en fait, les conseillers info-énergie, il faut dire que malheureusement, c'est beaucoup de théorie et beaucoup moins de pratique. Donc, je voulais vraiment me positionner plus comme un chef d'orchestre, faire du chantier, voir des relations, conseiller, mais en même temps m'apercevoir des contraintes qu'il peut y avoir sur le chantier, parce que finalement, entre ce que tu dis, oui, il faut isoler de telle manière, et finalement, tu t'aperçois que tu peux pas parce que techniquement, il y a un truc qui va pas. Ton conseil, il n'a pas la même valeur. Donc voilà, je voulais progresser. C'est pour ça que je suis devenu thermicien. Alors, je suis devenu thermicien pour l'association Solia, qui monte, entre autres, parce que cette association fait beaucoup de choses, mais qui travaille beaucoup en lien avec la précarité énergétique. Donc, je montais les dossiers techniques pour les particuliers qui souhaitaient faire de la rénovation énergétique de leur logement. Donc, j'ai fait ça pendant 8 ans. Et voilà, donc ça m'a aussi beaucoup plu. Et comment je suis devenu voilà maintenant rédacteur? Tout simplement parce qu'on est venu me chercher sur LinkedIn, une recruteuse
que pareil, si elle écoute, si elle écoute, ça me ferait vraiment plaisir parce que c'est grâce à elle, c'est elle qui m'a ouvert une nouvelle voie, une fois encore, qui m'a donné envie d'écrire. Je me suis découvert un talent. Je ne savais pas que j'aimais ça, mais en même temps, c'est quand même assez en lien avec le conseil finalement. Et voilà, donc je me suis formé avec le projet Voltaire et avec aussi la formation de David Gauze, donc la meilleure formation du monde. Voilà, maintenant je suis depuis plus de 2 ans rédacteur web spécialisé. Pas mal de changements de voix, mais toujours avec cette notion d'engagement et de vouloir, justement, comme tu disais, fournir du conseil et vraiment, aider. Donc aider différentes entreprises, différentes organisations à chaque fois, mais toujours ce fil conducteur. Donc intéressant comme parcours. Comme tu le disais, atypique, mais vraiment intéressant. Oui. Donc j'ai cru comprendre que ça fait longtemps que tu te définis comme écolo dans l'âme. Alors qu'est-ce que tu veux dire Oui. par là? Comment tu définis ton engagement? Alors, écolo dans l'âme, c'est vrai que c'est une notion un peu floue, hein, mais concrètement, pour moi, ça correspond à un état d'esprit. C'est une philosophie de vie. C'est faire attention au quotidien dans ses achats, dans ses actes. Voilà, essayer à chaque fois de minimiser son impact. Je sais que voilà, chez moi, je suis assez insupportable parce qu'il faut pas laisser la porte du frigo ouverte trop longtemps. Il faut pas laisser les lumières allumées. Il faut faire attention à pas mal de choses, faut pas gaspiller l'énergie. Évidemment. Mais voilà, pour moi, c'est ça aussi, c'est que aujourd'hui, on n'a plus le choix. Aujourd'hui, il y a plus de petits gestes. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Et voilà, c'est aussi faire attention à l'alimentation. Moi, j'achète tout en AMAP. J'essaye de boycotter au maximum les grandes surfaces. Euh, je consomme quasiment essentiellement en bio, mais si c'est pas bio, c'est local. Mmh. Voilà, j'essaye voilà de réfléchir à ça. Pendant 8 ans que j'ai travaillé aussi en tant que thermicien, je suis allé tous les jours en vélo. Ben, ici, on est une région où il neige. Mmh. Voilà, même quand il neigeait, j'allais en vélo. J'avais 10 kilomètres à faire aller, 10 kilomètres aller-retour, mais j'adorais ça. En même temps, ça faisait mon sport. Voilà, c'est ça pour moi. C'est à sa manière réussir à apporter des choses pour améliorer l'environnement et limiter son impact. OK, c'est vraiment un ensemble, en fait, parce que tu as parlé aussi bien de choses perso que de choses professionnelles. C'est ça. C'est parce qu'au final, les entre guillemets, «les petits gestes», c'est quelque chose que j'aborde parfois, mais enfin, c'est pas toujours très bien traité dans les médias quand on en parle, parce qu'il y a certaines communications, notamment, des entreprises ou des gouvernements qui nous font croire que c'est notre faute, en fait, ce qui se passe et que c'est à nous de changer nos petites actions, justement, de faire des petits gestes et que c'est ça qui va tout changer. C'est pas vrai, mais à l'inverse, faire croire que les petits gestes comptent pas du tout et que ça sert à rien de prendre son vélo, ça sert à rien d'éteindre la lumière et cetera, c'est faux, enfin, c'est pas vrai non plus. Donc c'est un mix entre les 2 et c'est cet aspect individuel de l'action, il est vraiment essentiel, aussi bien que l'action collective, heu, mais faut pas l'oublier, quoi. Et je pense que je trouve que tu l'illustres assez bien dans tes entre guillemets «petits gestes», encore une fois, parce que, ben, quand tu combines tout ça, au final, l'impact, il est là, il est réel. Donc c'est une bonne définition d'écolo dans l'âme, je trouve. Par rapport à ton précédent job, du coup, de thermicien, Oui, donc si je comprends bien, tu conseillais techniquement les propriétaires qui voulaient entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. oui, On va définir un peu tout ça. Ton but, c'était d'optimiser pour eux leur projet en leur proposant d'obtenir le meilleur gain énergétique possible et en respectant leur budget parce que c'était essentiellement des personnes, qui étaient en situation de précarité, énergétique surtout. c'est ça. Donc tu dis que tu as rénové, enfin que tu as participé à améliorer plus de 500 habitations. C'est Mmh. un bon chiffre. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce métier et sur ce que tu faisais exactement du coup? Oui, alors, le métier, de thermicien, bon, alors, effectivement, il y a le thermicien de bureau d'études, qui est un peu différent de ce que je faisais moi, mais sur le principe, ça reste identique. C'est-à-dire que le thermicien, réalise des études thermiques. À l'échelle, de l'association Solia, c'était plutôt des audits, bien que j'ai eu l'occasion de travailler sur des projets un peu plus conséquents avec, de la basse enfin, des projets BBC, bâtiments, basse consommation, où là, effectivement, c'était une étude plus un rapport de plus de 50 pages. Donc voilà, on allait quand même bien en profondeur. Mais on va dire que le gros du travail, c'était plutôt, on partait du projet du particulier.
Par exemple, il venait parce que son chauffage était en panne ou parce qu'il voulait changer ses fenêtres, etc. Et il faut chercher à l'optimiser. Donc ça passe par une visite, toujours, hein. Enfin bon, il y a un montage de dossier administratif, je te passe là-dessus parce que c'est pas mon job. L'administratif réellement, c'était pas mon job. Mais voilà, moi j'interviens quand tout est constitué. Et voilà, donc sur place, c'est là que c'est intéressant que je vais analyser tout. J'ai posé, j'ai un, on va dire un feuillet avec pas mal de questions que bon, bien sûr je connaissais par cœur. Mhm. Et concrètement, on analyse tout, le chauffage qu'ils ont, l'isolation, la ventilation, vraiment tout dans le monde détail, le type de radiateur, même si à la base, lui, il s'en fout, il veut peut-être juste changer ses fenêtres. Mais toi, tu es là pour lui dire, oui, mais c'est bien de changer, c'est bien de changer tes fenêtres, mais ton chauffage, il a plus de 20 ans, il a plus de 30 ans, il faut peut-être aussi voir comment on peut aussi améliorer. Et comme il existe des aides financières, on va essayer de construire un projet qui soit vraiment le plus performant possible, qui, voilà, qui vous apporte, au particulier, qui apporte vraiment le maximum de gains énergétiques. Et là, effectivement, la difficulté, c'était ça, c'est que il y a vraiment voilà, deux types de ménages voilà, que je rencontrais hein, dans ces visites. C'était les modestes et les très modestes. Et les très modestes, voilà, ils n'avaient souvent aucun budget hein, pour faire ces travaux. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu comme il faut à la question. Si, si, je pense que c'est déjà plus clair. Et du coup, tu parlais des aides, c'est les aides de l'ANA, c'est ça? L'ANHA, C'est qui ça. permettent de Agence faire des nationale de travaux. l'amélioration de l'habitat. Et c'est ça, donc je montais les dossiers, donc la visite technique, un rapport technique avec les gains énergétiques. Ils avaient un objectif en fait, finalement. Mmh. L'État donne des aides qui sont vraiment très importantes. Ça, je l'ai vraiment constaté. Il y a des projets qui ont été financés à 100%. OK. Mais derrière, il faut qu'il y ait aussi un peu un engagement, ce qui est normal du particulier. Donc, il devait respecter un gain énergétique qui est de 25% au minimum. Et localement, ça pouvait monter à 40% ou avec l'obtention d'une certaine classe énergétique. Donc voilà, donc moi avec mon logiciel thermique, avec mes connaissances et lors des discussions avec les particuliers, on montait ce projet voilà, pour que ça corresponde et que tout le monde y retrouve son intérêt. OK, OK. Top. Donc aujourd'hui, tu es rédacteur web spécialisé sur la performance énergétique et l'environnement. Donc C'est pour ça, celles et ceux qui connaissent pas forcément ce métier, ça consiste à rédiger des textes qui vont apparaître sur les sites des entreprises, sur les blogs, ou d'autres contenus qu'on trouve sur internet. Le but, c'est d'apporter de la valeur, de l'information aux internautes, en fait, aux personnes qui vont lire ça. Bon, le but ultime, en fin de parcours, c'est souvent de faire passer à l'achat d'une certaine manière, mais par un processus qui diffère beaucoup du marketing classique ou de la publicité, où là, on va pas raconter des choses qui ne sont pas toujours vraies, et cetera. Là, le but du marketing de contenu, donc de la rédaction, c'est vraiment d'écrire des choses qui vont aider, qui vont intéresser, qui vont apporter des éléments quand quelqu'un, cherche une information sur internet, concrètement. Et du coup, donc aujourd'hui, quel sujet tu abordes dans la performance énergétique et l'environnement et avec quel type de clients tu travailles surtout? oui. Alors bah, effectivement, je suis resté dans mon domaine de compétences. Là, tout ce que je connais, tout ce que j'ai emmagasiné comme information pendant ces années, c'est-à-dire que je conseille, j'écris uniquement sur le thème de l'environnement et de la performance énergétique, c'est-à-dire effectivement, c'est un peu ce que je t'ai présenté, c'est l'isolation, le chauffage, mais j'ai aussi parfois aussi d'autres projets. C'est bien aussi des fois d'avoir des choses un peu nouvelles qui restent toujours en lien, parce que c'est important pour moi que ça reste en lien avec l'environnement. Comme voilà, j'ai un client qui faisait des matelas bio, ça sort un petit peu voilà du domaine. Des produits, moi, je découvre des tas de nouveaux produits super intéressants. Après, effectivement, il faut toujours faire la distinction entre ce qui est vraiment écologique ou pas. Et j'ai la chance de pouvoir actuellement choisir mes clients, donc c'est super. Je choisis mes projets et je choisis de valoriser ce que j'ai envie de valoriser. Mes clients, concrètement, c'est vraiment tout type de clients. J'ai quand même, on va dire, ouais, bon nombre de startups, micro-entreprises, voilà, avec des projets à impact, Mmh. on pourrait dire. Et sinon, j'ai aussi quelques gros clients qui sont des gros groupes qui viennent me chercher pour des points précis.
J'interviens souvent, moi, là où on demande un niveau technique plus élevé qu'un rédacteur qui est plus général, ce qui est normal parce que voilà, chacun a sa spécialité et quand tu passes 8 ans de ta vie dans un même métier, tu en sais forcément beaucoup plus que n'importe, enfin pas n'importe qui, mais bon nombre de personnes. Ouais, on est d'accord. Ouais, ouais, je comprends bien et du coup, oui, tu es rédacteur technique, c'est-à-dire que tu vas pas, faire des petits articles, où tu vas juste, reprendre des éléments que tout le monde sait à peu près déjà et juste, voilà, pour avoir quelque chose. Toi, tu vas vraiment aller creuser des sujets, faire de la recherche aussi, pour ensuite écrire quelque chose qui va vraiment apporter un maximum de valeur, un maximum de réponses, et qui va permettre justement à la marque pour laquelle tu écris bah, de gagner en légitimité, en crédibilité. Et vu que ce sont des marques, des entreprises qui ont souvent donc un impact positif parce que ce qu'elles font contribue on va dire au bien. On va pas non plus tomber dans le manichéisme avec les bonnes entreprises et les mauvaises entreprises, Oui. mais elles ont quand même des ambitions justement d'améliorer la situation, d'améliorer l'environnement ou en tout cas d'éviter de le détruire. Euh, que ce soit dans le domaine. En fait, on peut faire ça dans tous les domaines. Et j'en parlais dans quelques épisodes du podcast dans la saison 1. Saison 1, justement, c'est qu'il y a des entreprises qui ont vraiment une vocation d'avoir un impact positif et pas seulement de générer du profit. Évidemment, il faut générer du profit quand on est une entreprise, sinon on ne peut pas survivre, on ne peut pas durer plus de, plus de 3-4 ans. Mais on peut aussi vraiment essayer d'avoir un impact positif et pas seulement vendre des produits comme ça, en les fabriquant le moins cher possible, juste pour générer de l'argent. Et ces entreprises-là à impact, donc il y a plusieurs moyens de les nommer, de les reconnaître. Il y a pas mal d'entreprises de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Il y a les organisations à impact positif. Il y a les entreprises à mission, même si aujourd'hui c'est assez vague, assez vaste aussi comme dénomination. Et puis il y a tout ce qui est toutes les marques qui sont pas des entreprises mais des associations. Enfin, il y a vraiment différents moyens de trouver des entreprises comme ça qui ont vraiment un impact positif euh, et qui voilà, ne contribuent pas, ou en tout cas contribuent très peu aux effets négatifs, en fait, néfastes du capitalisme, en fait, parce que bon, c'est pas non plus à prendre ou à jeter complètement, mais c'est bien de distinguer quand même quand on veut acheter quelque chose, que ce soit un produit, un service, n'importe quoi, euh, de trouver la meilleure alternative, en fait. Et du coup, toi, tu contribues par ton travail, par la rédaction de contenu, à rendre visible certains types d'acteurs, et justement ceux qui sont le plus positifs. Je pense que tu es d'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord. Tu as super bien enfin c'est bien résumé, c'est parfait. Ça va. On va passer maintenant à la partie 2 du podcast, la discussion tout simplement. On va discuter de différents sujets. On va d'abord parler de rénovation énergétique. Alors le gouvernement, donc c'est très officiel, attention, définit ça comme l'ensemble des travaux visant à diminuer la consommation énergétique d'un bâtiment, donc c'est assez simple. Et il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, réduire la consommation d'énergie, ensuite améliorer le confort et limiter l'impact environnemental. De plus en plus de personnes font d'ailleurs ce choix pour des raisons écologiques. Alors en 2018, il n'y avait que 14% des personnes qui faisaient ce choix pour des raisons écologiques, selon l'ADEME. Quel est ton ressenti là-dessus, au niveau de la décision de le faire pour des raisons écologiques, environnementales? Alors je suis assez partagé sur ce sujet-là parce que c'est vrai que forcément quand tu rénoves ta maison, ça participe à améliorer, à préserver l'environnement. Sauf que concrètement, et je l'ai constaté à de nombreuses reprises, c'est pas le premier objectif recherché. Bien souvent, les personnes qui rénovent, et d'ailleurs, c'est aussi le mécanisme des aides financières qui veut ça, c'est la recherche un petit peu de l'économie. Les gens ont du mal à se chauffer, vivent dans des logements énergivores, et la question numéro une, c'est plutôt comment je vais réussir
à payer ma facture et à gagner en confort parce que c'est souvent les personnes ne chauffent pas suffisamment, ont froid. Donc voilà, là-dessus, je dirais que l'environnement, oui, mais c'est pas forcément toujours la première chose qui arrive. Surtout que on peut très bien rénover sans respecter l'environnement. Ok, pourquoi pas. Là, je veux en venir, c'est que là aussi je l'ai constaté à de nombreuses reprises, c'est que on a certains types de produits qui sont d'un point de vue écologique vraiment mauvais. Enfin, il y a- si tu isoles ton plancher bas en projectant de la mousse de polyuréthane, certes, c'est très performant parce que tu as un coefficient lambda qui est très faible, c'est-à-dire que tu as un pouvoir isolant très fort, tu n'as pas besoin de beaucoup d'épaisseur, mais d'un autre côté, c'est ignoble. Enfin, c'est un produit quand même un dérivé du pétrole. C'est un produit que j'ai un peu de mal à, voilà, à concevoir. Je ne vais pas me faire des amis là-dessus, mais bon, en même temps, je pense que j'ai l'étiquette aussi qui veut bien. Mm. Quand on rénove, ou même quand on construit, il y a aussi le bilan carbone des matériaux qu'il faut prendre en compte. Et heureusement, là-dessus, il va y avoir une évolution avec la prochaine réglementation. On va enfin prendre en compte, voilà, ce bilan carbone. Donc voilà, je suis partagé, oui. Et dans ce cas, il faut aussi favoriser les matériaux biosourcés, laine de bois, laine de champ. Enfin, faire attention à ce qu'on utilise comme matériaux. Ok, ok, c'est vrai que c'est intéressant, mais du coup, si on fait le compromis, tu vois, par exemple, quelqu'un qui a une vraie passoire thermique, grosse précarité énergétique, vraiment, c'est tout le chauffage part par la fenêtre, il entreprend une rénovation, il utilise des matériaux qui sont pas du tout durables, pas du tout écolos, mais il arrive quand même à éviter une grosse déperdition d'énergie. Est-ce qu'on peut quand même avoir un compromis où ça reste positif, même si, tu vois, est-ce qu'on peut combiner tout ça avec, en voyant le positif des économies d'énergie et donc la baisse de la consommation, et à côté, bah, l'effet néfaste en fait des produits dérivés du pétrole et qui sont pas du tout écolos. Oui, tout à fait. L'usage des matériaux biosourcés, en réalité, c'est très faible, hein. Et c'est vrai que l'important, c'est quand même la performance malgré tout. Mm. C'est de réussir à faire en sorte que l'habitat consomme moins, pollue moins. Donc effectivement, si pour des questions de budget, je peux l'entendre, une laine de verre, c'est pas cher. Ouais. Ça coûte vraiment pas cher. C'est un bon isolant d'hiver. Faut pas non plus voir tout en rouge, un peu moins pour le confort d'été. Mais voilà, si pour une question de budget et s'il fallait faire un choix, euh, voilà, ma vision des choses, c'est quand même il faut améliorer la performance. Et voilà, au fur et à mesure, vaut mieux avoir une bonne épaisseur conséquente de laine de verre que d'avoir 2-3 cm de laine de bois. Faut être cohérent, quoi. Ouais, ouais, je comprends bien. C'est aussi pour ça, je pense que, j'en entends parler régulièrement, en fait, donc que ce soit dans les actions gouvernementales pour, voilà, pour tout ce qui est écologie, peu importe comment ça s'appelle aujourd'hui, c'est la transition écologique, et même je pense que tu as déjà vu ce genre de calculateur d'empreinte carbone où tu peux déterminer Oui, ton empreinte carbone sur internet. Il y en a 3-4 comme ça. Je mettrai peut-être les liens en description, de type, alors il me semble que c'est Global Footprint Network qui propose ça, qui est le plus connu. Et du coup, il y a plusieurs questions en fait. Donc, on pose des questions sur tes transports, sur ton alimentation, sur les loisirs, etc. Et il y a une question aussi, beaucoup de questions d'ailleurs justement qui reviennent sur le logement, sur la consommation non, sur le type de chauffage, sur l'isolation, etc. Et j'ai l'impression que bah, moi, quand j'avais fait ce test, étant donné que voilà, je suis dans un appart, j'ai pas forcément fait toujours attention en le choisissant par rapport à ça, à la performance énergétique. J'ai l'impression que ça pénalise beaucoup alors qu'on s'y intéresse pas tellement. La plupart des gens, comme tu le disais, effectivement, se soucient de la facture de chauffage à la fin du mois, heu, ouais. ou tous les 3 mois, ça dépend de la facturation, n'est-ce pas? Mais justement, est-ce que pardon. Est-ce que cet aspect-là devrait pas être plus mis en avant? Parce qu'au final, on parle beaucoup de l'avion, on parle beaucoup de plus en plus de la viande. Moi aussi, j'en ai parlé, dans la saison 1. Mais est-ce qu'on devrait pas plus mettre l'accent sur le bâtiment, en fait? Parce que j'ai l'impression qu'on en parle très peu, que ça paraît un peu obscur. Là, ensemble, on est en train d'essayer de décrypter tout ça, mais on n'en parle pas tellement, j'ai l'impression.
Oui. pour l'aspect écologique en tout cas. Oui, oui, non, bah, de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire sur le bâtiment, mais malgré tout, d'après ce que je lisais là récemment, heu, je pense quand même qu'on a réussi à alors, c'est jamais assez rapide, hein, mais je pense qu'avec les programmes d'aide notamment, on a bien progressé et je pense que le prochain vraiment, le prochain secteur à améliorer, ça risque d'être un peu tout ce qui est, le transport et l'industrie. Mais, il y a encore beaucoup à faire sur le bâtiment, ça c'est clair, hein. Mmh mh. Ça marche. Ça marche et justement améliorer thermiquement son logement, c'est l'un des principaux leviers pour réduire son impact environnemental à l'échelle individuelle en tout cas. Et est-ce que quand tu as commencé, donc j'ai une petite idée de la réponse, mais quand tu as commencé ton job de thermicien, tu avais déjà cette idée-là, de te fixer comme objectif, bah, d'avoir cet impact, cette mission un peu écologiste, et avec, donc c'était il y a une dizaine d'années maintenant. Est-ce que tu avais déjà cette idée-là en commençant ce job? Oui, oui, tout à fait, voilà, c'est comme ça part de mes valeurs et que ça part de mes convictions, effectivement, et comme je cherchais du technique, en fait, c'est devenu une évidence. En fait, Mmh. faire des thermiciens, c'est, voilà, oui, je voyais que ça, c'est enfin, en même temps, je voulais participer, quoi. Je voulais participer, à ma façon, bah, donner ma contribution pour pouvoir améliorer et surtout sensibiliser les gens. Parce que je pense qu'aussi, il y a aussi un rôle important au niveau de la sensibilisation. Moi, je suis souvent en train de m'énerver parce que, je vois un masque, sur le sol, quand tu sais que ça a mis 450 ans à à se Ouais. dégrader. Je pense que les même si, espérons-le, on sort de cette pandémie, dans les années à venir, je pense que dans 200 ans, tout le monde s'en souviendra d'une manière ou d'une autre, soit parce que ça sera dans les livres d'histoire, soit parce qu'il y aura encore des masques, dans les rivières, ce qui est terrible. Surtout que Ouais. c'est pas du tout, enfin ça commence à peine à se développer les masques un peu recyclables, il commence à y avoir des initiatives, mais là pendant il y aura eu 1 an avec des milliards de masques dans le monde entier, qui vont traîner partout pendant, des des longues années. Et ça, je comprends pas, tu vois? Ça, je comprends pas comment on peut se dire: «Ce masque que j'ai là, je le jette par terre» et je me dis, peut-être qu'il faut qu'on discute avec cette personne. Peut-être qu'en fait, voilà, il a juste besoin de le sensibiliser pour qu'il comprenne. Alors cer effectivement, c'est peut-être toujours la même personne qui met le masque, hein, et peut-être que tu peux pas la changer cette personne. Mais, je voulais réussir, en tout cas, tenter de convaincre un peu les gens, sur des aspects, assez simples ou plus techniques, quoi. OK, très bien et au niveau donc de la précarité énergétique, de tout ce qui est passoire thermique, est-ce que tu peux donc nous parler concrètement de qu'est-ce qui se passe, au niveau écologique, environnemental, quand un logement est très mal isolé? Pourquoi est-ce que c'est très mauvais, concrètement? Alors, bah, c'est bon, la raison numéro 1, hein, c'est des logements très anciens, qui voilà, qui ont généralement plus de 100 ans et qui ont pas été entretenus. Les maisons anciennes, elles sont souvent faites, de pierre, de bois, Mmh. des matériaux sensibles, à l'humidité, et comme c'est des personnes qui ne chauffent pas trop parce qu'ils ont peur de payer cher, on y revient, ça génère souvent de l'humidité. Mmh. Et comme ça, effectivement, je me suis retrouvé dans des situations, des fois, où j'avais peur, d'avancer, parce que j'avais peur de passer à travers le plancher, parce que le bois était pourri ou, Ouais. je me suis retrouvé, aussi dans une situation où il y avait un trou dans la toiture et qu'en D'accord. fait, il y avait des gouttes qui tombaient du plafond, mais ça venait pas, du plafond où j'étais, ça venait encore d'avant. C'est de l'accumulation de l'eau qui avait réussi à infiltrer le plancher et descendre sur l'étage encore du dessous. La précarité, énergétique, elle est réelle. Moi, je l'ai vraiment vraiment vue, et en fait, c'est des gens qui sont dépassés, en fait. C'est des Mmh. gens, qui peinent déjà à payer leurs factures, qui sont parfois surendettés, heu, qui ont vraiment laissé tomber et ce qui est, «marrant» entre guillemets, parce que c'est pas vraiment le terme, mais, ce qui est impressionnant, c'est que ces personnes sont, souvent, intéressantes parce qu'elles sont, très zen et finalement elles ont appris à vivre dans cette situation-là. Elles sont résilientes.
C'est ça, c'est ça, et c'est-à-dire elles sont très accueillantes. On a l'impression enfin, moi je pourrais pas vivre chez eux, Ouais. mais eux, voilà, ils s'y sentent quand même malgré tout bien, et ils relativisent beaucoup plus que nous. Et bien souvent, même, t'es même parfois mieux accueilli que sur des personnes qui ont un peu plus d'argent. C'est drôle, Mmh. mais voilà, c'est un contraste que j'ai constaté, et ce qui fait que tu as aussi envie de les aider, ces gens, parce qu'en fait, ils Mmh. te demandent rien. En fait, des fois, ils s'excusent même, ils s'excusent, mais ils ont pas le choix. Leur chaudière est tombée en panne. Il faut monter un dossier de demande d'aide. Donc voilà, tu es là, mais s'ils auraient pu faire sans toi, ils auraient fait sans toi. Ouais, ouais, ouais. OK. Une Et petite anecdote, bah, un ouais, petit ouais. temps. C'est intéressant, hein, c'est intéressant. Et du coup, au niveau climat, écologie, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand, donc c'est essentiellement l'augmentation de la consommation d'énergie? Parce que du coup, toute la plupart de l'énergie, est essentiellement utilisée comme chauffage, dans ce cas Oui. précis. Ça part direct aussi, ça rentre, bah, ça rentre Ah dans bah le oui. logement, c'est créé et direct ça part par les murs, par la fenêtre, par le plancher. Ah bah oui, c'est ça. Bah là, il y a aucune barrière. Mmh. La chaleur monte, passe par le toit, il y a pas d'isolation. L'humidité, renforce encore ça, le besoin de chauffage. Enfin, puis souvent, en plus, c'est des gens qui vont se chauffer avec les mauvaises énergies aussi, qui vont avoir un poêle à pétrole, ou parce que voilà, c'est plus simple de remplir du pétrole que, ouais, ils vont pas installer forcément un poêle à bois. Puis voilà, donc c'est clair que là, bon, bien souvent, c'est des gens qui sont pas frileux, hein. Ouais, il vaut mieux pas. Tu Quand, vas chez eux, il fait 15 degrés, voilà. ouais. Mais malgré tout, dès qu'ils mettent en route leur chauffage, c'est clair qu'il y a rien qui retient. Donc là, il faut vraiment faire quelque chose. Ouais, 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 je comprends bien. Et au niveau des meilleurs, types de chauffage aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour être, écolo dans l'âme et ne pas être trop frileux, quand on est frileux et qu'on est écolo dans l'âme, comment on se chauffe, idéalement? Alors idéalement, on se chauffe pas. Bah, ça si on habite dans le sud, là je suis Aix-en-Provence, ça va, on peut s'en sortir, mais je pense que dans l'est, ou dans le nord, c'est plus compliqué. Bien sûr, c'est théorique, mais l'idéal, en fait, finalement, le chauffage, c'est marrant parce que c'est encore maintenant, c'est souvent la question qui revient. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais, c'est ce que je traite le plus avec mes clients dans la demande des articles. Et pourtant, aujourd'hui, c'est pas là qu'il faut vraiment se focaliser. Parce que l'important, c'est de réduire au maximum les déperditions de la maison, vraiment l'enveloppe thermique du bâtiment, pour que, peu importe le chauffage que tu choisisses, eh ben, tu consommes peu. Donc Mmh. après, que tu consommes peu, finalement, avec une énergie polluante ou pas, c'est un peu moins grave. Mais bon, bien sûr, après, il y a des systèmes plus efficaces, mais il faut rester en cohérence. Moi, j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux déjà bien isoler la maison. Et si vraiment tu as isolé très fortement ta maison, parfois tu as pas besoin de mettre trop cher dans un équipement. Tu n'es pas obligé forcément de mettre une pompe à chaleur, même si c'est un système très performant et d'accord qui va être assez coûteux. Mais voilà, par rapport à ça, enfin, je sais pas si tu vois un peu la logique là où je veux en venir, c'est que il n'y a pas vraiment de meilleure solution, c'est que c'est un compromis à trouver entre le niveau d'isolation que tu as, et aussi c'est ce que tu as envie, parce qu'il y a des chauffages comme le poêle à bois qui est un chauffage écologique qui convient pas à tout le monde. C'est un Mmh. chauffage où il y a du stockage, de la manutention, il y a du nettoyage à faire, etc. Donc, effectivement, on pourrait dire, ah, le poêle à bois, c'est une super solution de chauffage. Oui, mais sauf que peut-être que la mamie de 70 ans, elle va dire que non. Elle veut pas, elle veut pas de ce chauffage de poêle à bois. La pompe à chaleur, pour revenir, c'est un super système dans le sens où tu as une chaleur homogène, à condition de réunir tous les facteurs, c'est-à-dire un plancher chauffant à très basse température, une parfaite étanchéité à l'air de la maison. En fait, il y a une cohérence à avoir entre ton bâti et le chauffage que tu vas adapter avec. OK, ouais, je comprends bien. C'est pas juste le chauffage, quoi. Si l'isolation derrière ne suit pas, si, le reste ne suit pas, peu importe, en fait, ton mode de chauffage, ce sera toujours, cher et polluant. C'est ça. Et je vais juste revenir sur un point, sur le chauffage au bois, avec les poêles à bois notamment. On entend parfois que c'est très polluant parce que c'est de la combustion, ça génère de la fumée noire. Quelle est la réalité là-dessus? Tu disais que c'était plutôt écolo? Oui, alors
À condition, bien sûr, de prendre un appareil performant. Là encore, c'est toujours pareil, c'est une cohérence à avoir. Ce qui est polluant, et l'interdiction, elle portait, il me semble pour Paris, c'était sur les foyers ouverts, donc Mmh. concrètement les cheminées ou les inserts, donc les cheminées fermées, mais qui offrent un très mauvais, rendement. Ouais. Plus ton rendement est élevé, meilleure est ta combustion et moins tu pollues. Un poêle à granulés, par exemple, bon là, bois granulé, poêle à granulés, ça offre un très bon rendement parce que tu as la combustion qui est, voilà, tu as un rendement à plus de 90%, tu as une très bonne combustion Mmh. et finalement, tu as des fumées qui sont saines, hein. Après, c'est aussi le caractère des personnes qui utilisent, quoi. Si il faut le comportement du moins. C'est-à-dire que tu peux aussi avoir un équipement performant, poêle à bois, si tu sais pas utiliser ton poêle, si tu utilises un bois qui est humide, qui est pas adapté, si tu le sèches pas suffisamment, voilà, tu vas générer de la pollution aussi. Mmh. Donc, c'est effectivement peut-être source de pollution, mais bien maîtrisé avec un appareil de type flamme verte. Donc voilà, qui a une norme hein, de qualité, un label. Voilà, pour moi, c'est pas plus polluant que du fioul ou que du gaz, Mmh. quoi. OK, ouais, c'est intéressant. C'est pas les mêmes polluants hein, aussi, hein, faut savoir. OK, parce qu'il y a un peu l'image de, ça crée directement du gaz à effet de serre qui est visible, alors que les autres énergies, ça se voit moins, en fait, j'ai l'impression. C'est ça, oui, c'est ça, tout à fait. Sur le principe, un radiateur électrique, c'est pas polluant. Oui, oui, ça il y a pas de fumée noire qui sort, bon, sauf en cas de gros problème, mais là, faut vraiment appeler un thermicien, ou plutôt un service après-vente, mais effectivement, parce que l'énergie, elle est produite en amont, alors qu'elle est produite sur l'instant avec un poêle à bois. Bon, on va sortir un peu du chauffage, on va sortir un peu de tout ça. On va reparler un peu de la rédaction web, justement. Donc aujourd'hui, tu travailles sur les sujets environnement, énergie, et cetera. Donc tu continues à avoir un impact positif, mais c'est assez différent. Comment est-ce que tu as vu la transition entre, hem, le fait d'aider du coup des ménages à, rénover énergétiquement leur maison pour optimiser leur performance énergétique et aujourd'hui donc tu travailles pour, enfin du coup pour des personnes qui sont totalement différentes. Tu vois, tu travaillais plus pour, enfin même si avant tu travaillais pas non plus directement pour eux je veux dire, mais tu travaillais plus directement pour les individus, pour les ménages, mais tu travailles pour les entreprises, in fine pour les utilisateurs qui vont lire les articles, les contenus évidemment. Mais, comment est-ce que tu as vu cette transition, sur la cible en fait que tu adresses dans tes actions? Alors, bah, pour moi, si tu veux, la transition, elle s'est faite naturellement parce que je trouve que c'est finalement assez proche. Alors, effectivement, ma cible a changé, puisque avant, voilà, bon, déjà, je travaillais pour un employeur et effectivement, je travaillais pour des particuliers. Que maintenant, je travaille pour des entreprises. Mais l'idée reste la même. Je suis toujours là pour conseiller ces entreprises, pour les aider. Bon, après, je conseille pas directement les entreprises, mais je conseille leurs lecteurs. Mmh. Ouais. Je vais en venir, mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de partager. J'ai envie de partager mes connaissances. Et j'avais vraiment besoin, au bout de 8 ans, de toute façon, moi j'ai besoin de changer de métier, donc j'avais envie de voir quelque chose de à la fois nouveau, de changer vraiment de domaine, parce que là, entre le commercial, le technique et maintenant, enfin le thermique, et puis effectivement la rédaction, c'est vraiment trois univers très différents. Mais il y a quand même le fil d'Ariane, le fil conducteur qui est toujours voilà sur l'aspect conseil et sur l'aspect environnement. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question, si c'est ce que tu Si, si, c'est assez clair. C'est assez clair, et cette notion de fil conducteur qui reste importante, au oui, j'ai final besoin de de ton parcours, hein. simplement, j'ai besoin de transmettre mes connaissances. Et justement, très bonne transition, du coup, tu vas pouvoir transmettre tes connaissances. Quelles ressources au sens, ça peut être des organisations, ça peut être des livres, ce que tu veux, ou même des personnes. Quelles ressources tu recommandes aux auditeurs et aux auditrices s'ils veulent en savoir plus sur, la performance énergétique, voire même l'énergie en général, et surtout au niveau du coup de l'impact environnemental, de l'empreinte carbone et cetera. Donc j'imagine que l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie reste une valeur sûre. Mais voilà, est-ce que tu as d'autres ressources comme ça à conseiller? Oui, alors tout à fait, bah, l'ADEME, hein, forcément, hein, qui a été
voilà, un de mes partenaires dans mon cursus professionnel et la référence, ça c'est certain. Mais c'est vrai que j'aimerais citer quand même Samuel Courget qui est vraiment un référent et parce que c'est lui qui m'a donné envie de devenir thermicien parce que j'ai commencé par lire ses ouvrages, voilà, notamment la conception bioclimatique qu'il a coécrit avec Jean-Pierre Oliva, l'isolation thermique écologique, l'isolation acoustique. Enfin voilà, il y a tous ces livres hein, qui sont intéressants. Au niveau, j'ai d'autres. Enfin oui, effectivement, il y a la GENA aussi, la GENA qui est une association. Après moi, j'ai été beaucoup dans le milieu associatif, hein, donc j'aime beaucoup en termes de. Euh, bah, les conseils sont toujours neutres parce que ils travaillent pour, enfin ils conseillent les gens, c'est neutre. Il y a pas d'intérêt derrière de conseiller tel ou tel système. Donc j'aime bien moi vraiment me baser avoir ces références là. Donc la GENA, où je les cite souvent, très souvent dans mes articles, parce qu'ils tiennent, par exemple, l'Argus de l'énergie, qui tous les Hmm. mois, on sait concrètement où on en est sur le prix au kilowattheure de l'énergie. Donc j'aime bien savoir où on en est. L'ASDER, qui est aussi une association euh, où ils sont vraiment très forts sur tout ce qui est formation technique. Donc, bah, c'est des pointures, hein. De toute façon, en termes ils ont vraiment un haut niveau de conseil. Et bien sûr, après, moi j'aime beaucoup aussi le site Bullgreen. Voilà, je sais pas si tu connais, hein, c'est Pascal Faucompré, qui est vraiment centré sur la construction, hein, la construction écologique. J'ai eu l'occasion de travailler un petit peu avec eux. Et puis après, effectivement, pour un public, enfin, on va dire plus large, pour le grand public, il y a le site faire.fr, qui est quand même assez intéressant, avec beaucoup de documents sur les aides, sur le technique. Voilà, donc je pense que ça fait une petite base déjà là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, je mettrai les liens en description du coup pour faciliter l'accès à toutes ces ressources. Merci du coup, ça pourra être utile. On va passer maintenant à la dernière partie du podcast, les questions rituelles. Donc je te pose les questions qui sont posées à tous les invités et tu réponds en quelques phrases, réponses assez courtes, assez concises et je te laisse répondre en fait, sans forcément intervenir, sans forcément commenter derrière. Alors déjà, c'est quoi pour toi la résistance écologique? Alors la résistance écologique, pour moi, c'est un petit peu ce que j'ai présenté précédemment, c'est le fait de choisir, de consommer de manière plus éco-responsable, de choisir ben, dans la période d'alimentation, mais ça va aussi voilà, dans les achats. Quand tu achètes un frigo, que tu dois remplacer ton frigo, tu le prends A+++. Voilà, c'est une logique. C'est aussi essayer de limiter l'achat enfin, on va dire l'achat qui est pas forcément justifié. Pour moi, ça sert à rien d'avoir une garde-robe de je sais pas combien de vêtements. Voilà, c'est se concentrer sur le minimum. Et en quelque sorte, c'est une petite forme de décroissance aussi, parce que je pense que voilà, on a eu l'habitude de consommer à outrance, d'une économie linéaire, voilà, qui consiste à produire, utiliser, jeter, mais sans logique de réemploi. Et on doit maintenant vraiment basculer sur une économie circulaire, c'est-à-dire réfléchir dès le départ à comment le produit que je suis en train de créer, comment on peut faire pour le réutiliser, le recycler, pour qu'on refasse un nouveau produit destiné à notre usage ou même usage, quoi. Quel déclic t'a poussé à t'engager? Alors le déclic, bah, toujours pareil, hein, c'est naturel, c'est un peu voilà ce que je constate. C'est aussi des reportages, hein, voilà, que j'ai pu consulter.
C'est oui, enfin après, j'ai pas vraiment eu de déclic en fait. C'est déjà tout petit, j'étais comme ça. C'est-à-dire que j'ai toujours intéressé naturellement en l'environnement. J'ai toujours pris soin de la consommation de l'eau, tout. Enfin, j'ai pas vraiment eu un déclic particulier. Comment t'informes-tu sur les sujets liés à l'écologie, au climat, à l'environnement en général? Alors, bah, de toute façon, mes clients m'apportent beaucoup de sujets qui, m'obligent de toute façon à me former en permanence. De toute façon, je le fais naturellement. J'aime beaucoup, j'ai besoin d'être au point sur les sujets que je traite. Donc je fais beaucoup de recherches forcément, sur internet. Je suis inscrit sur le réseau, Bati Actu qui est bon, assez généraliste, mais au moins ça permet d'avoir un peu les idées, ce qui ressort, actuellement, su les sujets à traiter et ça donne des idées. Après effectivement, voilà, oui, c'est des recherches tout simplement. C'est le travail que je mène avec mes clients, tous les jours. Que veux-tu dire aux personnes qui veulent s'engager, qui ont conscience qu'il se passe des choses graves et qu'il faut agir, mais qui ne savent pas du tout par où commencer? Ils peuvent venir me voir. Mmh. S'ils veulent discuter, je suis très ouvert à la discussion. L'intérêt, voilà, c'est pas d'avoir un discours moralisateur, à toujours dire: «C'est pas bien ce que tu fais là», voilà, même si je te vois jeter un masque, je risque de te dire: «Tu peux ramasser ton masque, s'il te plaît? Ça me plaît pas». Mais, sur le principe, voilà, c'est essayer de discuter, voilà, avec les personnes, faire heu, je je m'écarte un peu du sujet, je crois là, mais Et enfin, comment est-ce que tu envisages notre avenir commun à tous dans les années à venir? alors, je suis d'un naturel optimiste. Donc, j'espère effectivement qu'on aura une issue favorable à tout ça, même si les perspectives sont pas bonnes du tout, et qu'on va droit dans le mur. Ça, c'est certain. C'est pas très Je dis, optimiste tout ça. je voulais pas être moralisateur, mais là encore, c'est un sujet qui tient à cœur. On sait très bien que la température va continuer à augmenter, que l'eau, le niveau de l'eau va monter, qu'il va y avoir des réfugiés, des voilà, climatiques, ça va générer des guerres, que ça va changer vraiment beaucoup de choses. Et ça, moi, là où j'ai encore vraiment du mal, c'est que j'ai l'impression que il y a un peu un phénomène où tout le monde finalement s'est habitué à cette vision catastrophe et que finalement tout le monde s'en fout quoi. J'ai pas C'est pas vraiment ça là, je caricature mais moi j'aimerais vraiment voir des actions. J'aime applaudir parfois là sur des posts LinkedIn. Je mets un peu en avant des actions de certaines personnes que je trouve bien, que je trouve en plus non intéressées. Mais voilà, je pense que il faut vraiment, pour y arriver, pour avoir vraiment un avenir meilleur, il faut que tout le monde s'y mette. Il faut qu'on parvienne à s'engager un peu plus, à faire des efforts, quoi. C'est beau, merci pour cette réponse, au début un peu optimiste, ensuite, assez sombre, mais au final on reste sur pas mal d'optimisme, de réalisme surtout, donc merci pour C'est un ça. point sensible, c'est un point assez sensible, donc j'ai essayé d'être optimiste, voilà, mais Mais exhaustif, et c'est ça qui est important. En tout cas, merci beaucoup Nicolas, c'était intéressant. Je pense qu'on a rarement été aussi technique, sur le podcast. C'est bien d'aborder aussi des sujets comme ça, plus en profondeur justement et pas rester juste en surface, donc c'est plutôt cool. Hem, Où est-ce qu'on renvoie les auditeurs et les auditrices s'ils veulent, discuter avec toi ou en savoir plus sur ce que tu fais, sur ce que tu proposes? alors, bien que je sois un peu moins présent là sur les réseaux sociaux, dernièrement, il y a bien sûr voilà, on peut venir me solliciter sur LinkedIn. Donc Nicolas Fromentin, je redonne mon nom. Sinon, il y a mon site internet, donc La Plume du Thermicien, où voilà, les personnes qui voudraient connaître un peu plus mon parcours, j'ai ma rubrique à propos, hein, où je détaille bien. Il y a même une petite vidéo que je me suis amusé à faire. Et sinon, ceux qui veulent avoir un aperçu de mon travail, il y a mon portfolio hein, aussi sur mon site. Et n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Comme j'ai dit, j'aime partager, j'aime discuter. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir la vision de tout le monde. Voilà,
ces sujets-là. Yes, je suis d'accord avec ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup Nicolas. C'était un plaisir de t'avoir sur le point résistance écologique. Je te dis à très bientôt. Et voilà. Je te remercie aussi de m'avoir invité. C'est aussi un plaisir d'avoir pu parler, présenter ce que je fais. Et voilà, en tout cas, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Salut. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce sujet t'a touché et que tu aimerais sans doute en savoir plus. Rendez-vous dans les notes de l'épisode pour en savoir plus sur mon invité et voir quelques ressources. Pour soutenir le point résistance écologique, le plus efficace est de me laisser une note et un avis sur ta plateforme de podcast préférée et d'en parler autour de toi. Alors merci d'avance et à très vite pour un prochain épisode.